quelques mots sur effectivement nos événements hein, qui depuis 5 ans réunissent les acteurs du changement, un brin idéaliste qui viscéralement ont besoin de faire bouger les lignes. La phrase qui nous réunit, hein, c'est la phrase de Margaret Mead. Souvenez-vous qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés peut changer le monde. C'est même la seule chose qui se soit toujours produite. Un grand merci, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui depuis 4 ans, il y a notamment Sophie, Yves, Chloé, Nathalie et encore d'autres qui ont participé justement à la co-création de ces événements. Aujourd'hui, nous recevons Gaëtan Maillet et je trouve qu'il incarne bien ce que dit Margaret Mead, puisque quasi sans budget, sans décision de la direction, il a créé et déployé un projet qui est apprécié par tous aujourd'hui. Je vous le disais en préambule, vous avez répondu majoritairement que demain, c'est à co-construire en petits groupes. Et c'est dans la lignée de ce que disait Pablo Servigne. Donc, nous travaillerons en fait après ce témoignage de Gaëtan et je vous invite effectivement à lui poser toutes vos questions. Il aime bien l'interactivité, donc n'hésitez pas. Nous travaillerons en fait sur les espaces d'échange autour de la question comment rassembler plus largement des petits groupes qui co-construisent pour réinventer demain. Voilà, Gaëtan. Merci Arnaud, déjà pour l'invitation à ce webinaire des apéros libérateurs. Voilà, je vais me présenter. Gaëtan, moi ça fait plus de 20 ans que je suis chez Decathlon. J'ai un parcours de retail classique et j'ai occupé de différents postes opérationnels chez Decathlon. Et depuis maintenant un peu plus de 3 ans et demi, je lead un projet qui s'appelle Easy Return que je vais vous présenter. Autrement, je vis avec une concubine, Estelle, et j'ai 3 enfants. Et je suis un sportif, voilà, accompli, triathlète, et puis depuis quelques années pratique une nouvelle discipline qui s'appelle le swimrun. J'adore les espaces, la nature. Donc ça, c'est ce qui me lie aussi à elle en faisant de l'activité sportive dans ces merveilleux endroits. Je vais vous raconter une histoire parce que mon histoire depuis 3 ans et demi, elle est super, quoi. Pour moi, je la vis pleinement. Mais avant l'histoire, il y a eu quelques petites difficultés. Il y a 3 ans et demi, j'étais en recherche de poste chez Decathlon. Comme dans beaucoup d'entreprises, il y a des réorganisations. Et lors de cette réorganisation, je me suis retrouvé sans job. Donc ça, c'était au mois de mars 2016. J'étais très bien accompagné, à la fois par mon leader de l'époque et puis soutenu par un ensemble d'écosystèmes, puisque ayant 20 ans d'entreprise, j'avais un écosystème qui était quand même assez établi dans l'entreprise. Et puis, j'ai fait plus de 6 mois de chômage ou d'ANPE chez Decathlon ou de Pôle emploi, comme vous voulez. En tous les cas, essayer de chercher un projet. Pendant ces 6 mois, j'ai surtout aussi cherché à me renouveler, à rechercher quelque chose de différent que j'avais pas trouvé. Et je me suis beaucoup ouvert, lu, formé. Et Decathlon m'a bien accompagné dans ce domaine. Et puis un matin, il y a un courrier qui est arrivé sur ma table, celui de Clotilde, une hôtesse d'accueil du magasin du CNIT La Défense, qui a envoyé un message à Michel Avaléa, notre DG. Cette personne avait très bien écrit le courrier, en tous les cas, puisqu'elle était journaliste, elle fait des études de journalisme, et elle remettait en cause très fortement son métier, son rôle au sein de l'entreprise, hôtesse d'accueil, mais aussi derrière ce que nous, on faisait de pas bien, qui était de jeter des produits. Parce que le métier d'hôtesse d'accueil, c'est avant tout d'accueillir des clients, mais en fin de compte, en réalité, on accueille énormément de produits, de retours. Et puis, la procédure chez Decathlon, à l'époque, était de mettre les produits à la benne quand il y avait un défaut. Et elle remettait en cause notre vision, parce qu'à l'époque, on avait lancé un programme de vision 2026 qui intégrait la protection de notre terrain de jeu. Sachez que Decathlon, comme on l'a vu lors de ce confinement, dès qu'on peut pas faire de sport à l'extérieur, c'est plutôt gênant. Et donc, ça remet en cause notre business model. Donc, elle avait tout à fait raison en disant qu'est-ce que vous faites ? Déjà, sur les principes de base, vous n'êtes pas au rendez-vous.
moi, ça m'invite pas, en tous les cas, à continuer l'aventure avec vous. Et ce courrier, forcément, est descendu, DG France, etc., etc. Puis personne s'occupait de ce sujet, et mon leader me dit, Gaëtan, bon, bah, il va falloir un peu rendre des comptes. Est-ce que ça fait 6 mois que tu fais pas grand-chose, t'as pas de projet, est-ce que éventuellement tu peux me faire le diagnostic? J'ai dit, bah, pas de souci, je vais prendre mon petit gilet et puis je vais retourner sur les magasins et puis je vais faire un tour et puis je vais faire le métier de l'hôtesse d'accueil, parce que pour voir comment ça se passe, il faut plus voir, je dirais, le vivant. Et ça faisait quelques années que je m'étais un peu écarté du terrain, même si j'étais toujours opérationnel, mais j'avais pas fait ce métier. Donc je l'ai fait pendant une journée et à la fin de la journée, je me suis dit, waouh, ça a bien changé. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que l'hôtesse d'accueil vivait mal son métier. En tous les cas, moi, à la fin de la journée, j'avais pas vécu une super journée. J'avais vu c'était un lundi matin sur le magasin de V2, et j'avais vu énormément de clients qui venaient ramener des produits, ramener des produits. Et puis, effectivement, à la fin de la journée, sur les produits qui étaient légèrement abîmés, j'avais respecté la procédure et je mettais des coups de cutter pour les mettre à la benne. Ça a été mon premier prise de conscience, quelque part. J'ai fait plusieurs magasins, parce que je me suis dit peut-être que c'est un magasin, c'est atypique, mais non, j'ai fait plusieurs magasins et je me suis rendu compte que c'était la même chose partout. Et au-delà de ça, j'ai commencé à questionner les collaborateurs qui travaillent au quotidien cette expérience-là. Et beaucoup de jeunes m'ont dit, nous, on va pas continuer chez Decathlon parce que c'est pas dans notre éducation. Nous, on a été éduqués, en tous les cas, dans l'écologie, dans le respect, dans l'éco-conception. Il y avait des ingénieurs qu'on reçoit en stage, il y avait plein de jeunes. Et moi, ça m'a interloqué parce que en 20 ans de Decathlon, l'entreprise est une entreprise apprenante. On recrute des jeunes pour pouvoir les monter, avoir des talents dans l'entreprise. Et je m'apercevais que le talent, il allait partir ailleurs. Et ça aussi, ça m'a interloqué. Donc, j'ai fait 4 slides, je suis allé en DG, et puis j'ai fait le diagnostic qu'on m'avait demandé. Et là, j'étais assez caustique, avec des slides assez visuels, marquants. J'ai remis en cause le métier d'hôtesse d'accueil. C'était pour moi Rémi Brica, quand on demandait tout. Il fallait jouer de tous les instruments, et en plus, à la fin, il fallait dire bonjour, avoir le sourire. Et puis ensuite, pouvoir mettre les produits à la benne. Et là, j'ai mis en cause en disant que on était comme Amazon, qu'on faisait exactement le même métier, c'est-à-dire qu'à un moment, on jetait les produits et qu'on ne respectait pas notre environnement. Voilà comment est partie l'aventure de ces 4 slides. J'ai rencontré 80 personnes dans l'entreprise. Et puis ensuite, de ces 80 personnes, j'ai fait un lancement à Live chez nous, là, qui est un espace dédié à l'innovation. Et puis, sur ces 80 personnes que j'avais invitées, 50 personnes sont arrivées et on dit, nous, on veut participer au projet, à ma grande surprise. Et donc, voilà comment est démarrée l'aventure de Easy Return, qu'on appelle aujourd'hui, et c'est un petit peu ça que je vais vous présenter. C'était d'un process retour, on en a fait une expérience, et au-delà de l'expérience, vous allez voir, ça a débouché sur d'autres projets. Donc, tout simplement, pour revenir justement à cette expérience de retour en transversalité. Alors, si je peux bouger mon slide. Il ne marche pas. Ah, il y a un petit souci. Je ne sais pas pourquoi. Ah. Il ne le prend pas quand tu te mets sur l'écran. Attends. Tac, voilà. Simplement pour vous donner quelques chiffres de l'expérience des retours chez Decathlon. Dans le monde, c'est 14 millions de retours. 7 millions de retours en France et un peu plus sur ces 7 millions, on a à peu près 3-4% de retours qui vont à la benne. Donc quand même un certain nombre, ça représente en valeur 10 millions d'euros qu'on jette sur la France dans nos poubelles. Pour autant, l'expérience de la satisfaction client, elle est importante dans l'expérience d'achat, puisque aujourd'hui 38% de nos clients nous disent que c'est le 3e critère d'achat d'une expérience réussie. Donc, le fait de pouvoir échanger un produit et d'accepter d'avoir la confiance de l'enseigne sans ticket de caisse chez Decathlon, c'était une expérience et c'est toujours une expérience. On l'a vu avec le contexte du Covid, pouvoir venir échanger son produit après 2 mois ou 3 mois, c'est quelque chose que le client apprécie fortement chez nous et qui a fait notre réputation sur ce qu'on appelle satisfait ou satisfait. Donc ça aussi, ça reste un élément important de notre politique, je dirais, commerciale. Deuxième point, je me suis aperçu aussi qu'il fallait ouvrir, benchmarker un peu sur tout ce qui se passait à l'extérieur. Et on s'est aperçu assez rapidement que nous, on est du physique,
On a aussi notre Internet, mais quand on regarde les grands acteurs du digital, on s'aperçoit que le retour, on voit que Amazon, si vous avez acheté un produit de moins de 10 euros, que vous voulez faire le retour, que vous êtes un peu premium, directement, ils vous remboursent et ils vous demandent de garder le produit. Parce que derrière, c'est un coût de transport, donc quelque part aussi de l'environnement, mais c'est aussi un coût de remise en stock, etc. Donc là aussi, les standards, grâce à ces GAFA, sont en train de bouger. On s'aperçoit aussi que le try at home est en train d'arriver, notamment avec Etam. Beaucoup d'enseignes se sont passées aussi sur ce sujet-là lors du Covid, c'est-à-dire de pouvoir essayer chez soi sans pouvoir commander, en commandant mais sans pouvoir acheter. Donc ça, c'est un avantage pour le client. Et ensuite, quand il restitue, la possibilité de pouvoir, je dirais, garder les produits et qui lui sont facturés. Et aussi aux États-Unis, on voit de plus en plus arriver des happy return. Donc tous les pure players sont en train de se regrouper en espèce de point relais pour pouvoir avoir un retour et générer un échange avec le client sur ces produits, notamment quand il y a des difficultés sur des produits de technologie, des choses comme ça, où en fin de compte, on a besoin d'une relation. On l'a vu aussi encore lors de ce contexte-là, tout ne peut pas être digital, il faut ce que j'appelle, moi en tous les cas, du physique et du digital, les deux sont bien à marier. Donc ça aussi, ça nous a permis en tous les cas de travailler sur ce sujet-là lors de différents workshops. Ce qui a été important dans la construction du projet, ça a été, je vous ai dit, c'est réunir ces 80 personnes au sein d'un workshop au mois de décembre, et ce qui nous a permis en design thinking de vraiment pouvoir écrire la promesse, notre engagement qu'on voulait pour Decathlon sur le sujet du retour. Ça, c'est important d'avoir un sens à son projet et qui est porté par le leader, mais aussi qui a été co-construit. Voilà. Et l'avantage qu'on a eu par rapport à ça, c'est que, étant donné que j'avais du réseau, on a commencé dans l'entreprise il y a 4 ans maintenant à pouvoir faire de la transversalité. Donc, dans ces 80 personnes, j'avais des DAF, j'avais des juridiques, j'avais des gens de la production, j'avais des gens du magasin, j'avais vraiment tous les corps de métier de l'entreprise qui étaient intéressés par le sujet. Et on en a sorti une phrase que j'ai jamais touchée pour l'instant, parce que on n'est pas encore arrivé à la promesse. Et donc, c'est parce que chaque personne est unique de chez Decathlon qui achète. Decathlon s'engage à faire de ce retour une expérience unique. Donc, c'est très engageant parce que forcément, quand je suis footballeur, j'ai pas les mêmes attentes en termes de retour que la personne qui a un tapis de course ou qui a un vélo. Voilà. Et donc, dans cette relation, on souhaite vraiment personnaliser notre retour. On a aussi essayé d'engager aussi à travers ça une vision. D'accord, et là, c'est aussi très important parce que ça donne la projection aux gens et ensuite, on peut définir les comment ensemble. C'est eux voilà, j'ai une équipe de 7 personnes aujourd'hui qui a levé la main, que je n'ai pas recruté et qui sont venus, je dirais, au sein de mon groupe. Et donc, c'est grâce à mon compte Decathlon, je retourne en toute confiance mon produit de façon simple, rapide, quel que soit ce lieu, l'instant. L'image du golfeur est importante sur ce slide, c'est de dire, voilà, je suis en train de faire mon parcours dans un environnement sympa, etc. Il m'arrive un problème avec mon club, il casse, j'ai pas envie d'interrompre ma pratique sportive pour retourner voilà, comment je fais pour pouvoir rapidement qu'on puisse donner ce service et pouvoir continuer ma pratique dans l'instant présent. Voilà. Et ça a été travaillé essentiellement avec le groupe projet, comme je dis, qui est venu, je dirais, nous rejoindre. L'avantage, c'est que dans les 80 personnes, petit à petit, les gens ont levé la main et me dire j'ai envie de réunir ton projet, comment je peux contribuer, et de différents horizons. Hein. J'avais des juridiques, des personnes de la qualité, voilà, et qui font aujourd'hui des métiers complètement différents de ce qu'ils faisaient au départ dans l'entreprise, tout simplement parce que le sens et la vision du projet les intéressaient. Alors de ça, on a écrit 3 stratégies, parce que quand on écrit une vision et puis une promesse, c'est très engageant, mais par contre, ensuite, il faut faire des petits pas et multiplier les petits pas. Donc on a défini une stratégie triangulaire qui est assez un triptyque qu'on connaît assez souvent dans le mode projet, qu'on a défini. Donc c'était avant tout de se concentrer sur les gros cailloux. Donc le retour magasin correspond à 95% des retours
je dirais en France. Donc, il a fallu activer ce sujet-là très fortement dans un premier temps et marquer des points aussi pour pouvoir convaincre, là aussi, l'ensemble des sponsors que le projet avait de l'intérêt et de la création de valeur. Et ensuite, on s'est attelé aussi au retour digital parce que le client est omnicommerce, il n'est pas simplement physique, il est aussi, on l'a pu le voir lors du Covid, il va acheter sur Internet, mais il va revenir en magasin ramener son produit. Et aujourd'hui, nos systèmes d'information ne sont pas toujours couplés dans cette genèse-là parce qu'on est issu culturellement du physique. Et ce qui réunit là-dedans ces deux points essentiels, c'est de garantir la confiance. D'abord, la confiance du client dans son retour et la confiance du collaborateur. Donc, toutes les expériences qu'on a mis en œuvre dans le retour, qu'on a mis dans le retour en magasin, le retour digital, elles ont été expérimentées dans un lieu qui est le magasin de Neuville-en-Ferrain, excusez-moi, où tout a débuté parce que moi, j'ai commencé mon projet sur ce magasin. Je suis sorti de la ADG, je suis sorti du magasin référent qui est le campus de Lille pour aller m'héberger dans un magasin pour pouvoir lancer le projet et être au plus proche justement des clients et des collaborateurs et tout de suite commencer à faire des premiers pas, des premières expérimentations pour voir l'appétence à la fois client et à la fois collaborateur. Et idem sur le retour digital. Bon là, c'est plus forcément sur l'informatique, sur le web, mais aussi en logistique, puisque le retour s'effectue en logistique. On a expérimenté sur la logistique, le système de retour, comment était effectué, etc. Constat qu'on a aussi dans le diagnostic, retour magasin, énormément de produits, comme je vous ai dit, étaient jetés suite au retour. Le retour digital, c'était 1 camion par mois, plein de produits, pour lequel on envoyait un incinérateur avec un PV, pour lequel, derrière, on bénéficiait d'avantages fiscaux, puisque c'était comme ça, il y a encore 4 ans, comment on bénéficiait d'avantages sur nos comptes BEX, etc. Et donc, on a aussi retravaillé tout ça à partir des diagnostics qu'on a pu faire sur ces 3 stratégies. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, le premier point, ça a été de garantir le retour et l'enchantement et l'expérience collaborateur et client sur le magasin. En termes d'innovation, on a innové avec une borne retour. On a la chance d'avoir toute une dynamique logistique, toute une technologie qui s'appelle le RFID, que vous pouvez peut-être connaître quand vous passez en caisse ou vous passez tous les articles et il s'affiche complètement et vous n'avez plus qu'à passer votre carte bleue. On a fait ce qu'on appelle une caisse inversée. Cette caisse inversée, on l'a initiée très rapidement avec papier et crayon, retourner une caisse, avec boucher les différents boutons qui amenaient avec du carton pour arriver, itérer petit à petit à ce que vous voyez ici. Aujourd'hui, on a 5 magasins. On devait en déployer 30 magasins sur la première partie du premier trimestre. Malheureusement, avec le Covid, c'est un peu ralenti. On va le faire sur la deuxième partie. Donc ça, c'est une expérience qui est assez unique aujourd'hui, qui fait gagner du temps à nos hôtesses d'accueil qui peuvent dire bonjour avec Welcomer pour accompagner le client sur les machines, comme vous pouvez l'avoir chez Air France, comme vous pouvez l'avoir, voilà, et qui permet de garantir une meilleure relation avec nos clients, notamment quand on a un produit qui est, je dirais, défectueux, puisque cette borne, comme vous pouvez le voir, est marquée retour produit neuf. C'est essentiellement 90% des gens se sont trompés de taille ou veulent changer d'avis. Le produit est neuf, on le remet derrière en stock. Toujours dans le magasin, et là, c'est l'accompagnement du welcomer qui est important, donc la relation humaine. Quand il y a une difficulté sur un produit qui est défectueux, on a développé une app qui nous permet derrière de pouvoir directement rembourser le client avec un M-Post, donc de façon délibérée, libre dans le magasin. On a des magasins de plus en plus de petites surfaces où on génère de plus en plus d'employabilité des collaborateurs. Ce qu'on souhaite aussi, c'est une meilleure relation entre le collaborateur et le sportif. Qui mieux qu'un responsable ou un conseiller de vente sport de raquette ou de tennis qui va rencontrer un tennisman pour expliquer la problématique et essayer d'y répondre. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir générer cette relation, de rembourser le client, de le satisfaire, mais aussi de récupérer de la data, de l'information, dans quel usage vous l'avez utilisé, pourquoi il y a eu un problème. On peut prendre des photos grâce à ces étapes et remonter l'information à nos ingénieurs produits
pour pouvoir créer de la valeur et de l'amélioration continue sur nos produits. Directement le lundi matin, l'ingénieur produit, au lieu d'avoir des tableaux de défauts sur des pages Excel, ben là, il a des photos, il voit directement, il peut prendre des mesures directement en production ou d'amélioration de produits. Une fois que le produit, je dirais, est en défectueux, là, on fait le dispatch derrière vers des nouvelles organisations. On a permis de vendre des produits de seconde vie. C'est là qu'intervient, si le produit est encore viable, de pouvoir passer sur une autre apps. C'est là où le projet s'est ouvert. Au départ, moi, je le faisais à la main. Pendant un an, on a vendu des produits, je dirais, d'occasion dans un magasin pour voir, justement, sur le magasin de Ronc, l'appétence de nos clients, les difficultés qu'on rencontrait, l'expérience qui était faite. Et puis, du Trocathlon que vous connaissiez, on est passé à Décathlon Occasion. Et j'ai transféré, une fois que l'idée était mûre, etc., à une équipe projet qui s'appelle Décathlon Occasion et qui revend le produit avec toute une amélioration de l'efficience. Donc, on se bascule le produit neuf en produit d'occasion. Donc, c'est quand même techniquement pas toujours très simple dans les entreprises à le faire parce que jusque-là, on vendait que des produits neufs. Donc, ne serait-ce que pour faire l'inventaire des produits d'occasion, identifier le stock, etc. Et puis, pouvoir faire la commercialisation de ces produits à la fois dans le magasin et à la fois à travers le Décathlon Occasion, le web, puisque les produits sont disponibles sur le web aussi et en visualisation. Donc, voilà la génération d'un projet. Ça en a généré un autre que je vais vous présenter, qui est zéro produit jeté, parce qu'il n'est pas toujours possible de pouvoir jeter des produits, de vendre des produits, excusez-moi. Et donc, on a pu pouvoir mettre zéro produit jeté. Et zéro produit jeté, c'est quoi? C'est le don. Donc, une autre façon de pouvoir, je dirais, ne pas jeter les produits, de pouvoir les donner. On ne peut pas les vendre pour différentes raisons, mais par contre, on peut les donner à des associations. Donc là aussi, on a plugué, je dirais, une petite app qui permet aux associations de pouvoir faire un peu leur marché. Et des associations qui sont souvent en lien avec le sport, qui font sens aussi pour notre activité. Et puis, une dernière branche de produits jetés qui est naissante, qui est le recyclage, et qui permet derrière de pouvoir, je dirais, recycler les produits, les matières, même si pour l'instant, on a très très peu de produits éco-conçus, mais l'intérêt, c'est que demain, cette filière puisse permettre d'enclencher l'économie circulaire. Donc, un projet qui est parti tout seul, aujourd'hui, on est ce qu'on appelle les activateurs durables au sein de l'entreprise. On est une quarantaine de personnes avec différentes entités, Décathlon Occasion, zéro du produit jeté, moi-même et puis d'autres projets. On est un petit peu des activateurs de projets. On agit concrètement pour pouvoir faire, je dirais, changer l'entreprise, changer de prisme, pour petit à petit du run que vous connaissez de Décathlon, qui est de vendre de plus en plus de produits à de plus en plus de monde, mais a été rajouté durablement, qui est notre nouvelle mission, en tous les cas, rendre durablement les bienfaits et les plaisirs du sport pour le plus grand nombre. C'est ça notre mission. Aujourd'hui, nous, on active le durablement au sein de l'entreprise de façon très, très concrète auprès de l'ensemble des acteurs de l'entreprise à travers des expériences ou des projets comme le mien. Et donc, ce qui a permis aussi, là aussi, de pouvoir améliorer l'expérience que je vous ai dit de digital. On a amélioré le web, on a amélioré le transport, parce qu'aujourd'hui, notre site de logistique est à Lompré. Je vous donne qu'un exemple qu'on a fait changer, mais qui est tout bête. Mais tant qu'on n'a pas fait l'expérience, c'est qu'aujourd'hui, on vend des produits, je dirais, à Marseille. Ils partent de Lompré, dans le nord. On faisait le retour Lompré, du moins Marseille-Lompré. Voilà, une hérésie en termes d'écologie. Donc aujourd'hui, on a fait changer ces pratiques-là pour pouvoir de Marseille à retourner dans un magasin à Marseille ou retourner dans un centre logistique tout simplement qu'on a à Marseille. Voilà des exemples. Toujours dans le transport, ceux qui livrent sont pas forcément ceux qui retournent parce que il y a plus de packaging, il y a plus de et on s'apercevait que peut-être une petite rayure sur une table de tennis de table, quand elle revenait en logistique sur le site de Lompré ou sur nos sites régionaux, on s'apercevait qu'avec le transporteur qui faisait l'aller, elle revenait, elle était en vrac. Parce que son job, lui, c'est pas de mettre dans un carton, c'est pas d'accompagner. Donc simplement, on a choisi des nouveaux transporteurs.
qui ont justement le sens du service, qui ne sont pas ceux qui livrent habituellement pour pouvoir retourner le produit. Donc, d'une petite rayure, on récupérait le produit pour pouvoir le revendre derrière en investissant un petit peu plus à des endroits tels que le transport du retour pour pouvoir améliorer l'expérience et revendre des produits en seconde. Et alors, tout a super bien marché, il n'y a eu aucune tuile. Ah, là aussi, les tuiles, il y en a eu énormément mais énormément de freins, parce que quand tu travailles en transversalité comme ça, il faut prouver sans arrêt, ça demande beaucoup de conviction, ça demande, voilà, c'est 3 ans pour, voilà, certaines décisions comme le transport, c'est 6 mois, 1 an, donc il faut beaucoup de résilience, faut jamais lâcher, jamais, jamais, jamais lâcher, donc voilà les points, non, ça n'a pas été un fleuve tout tranquille. C'est aussi une organisation de conseils aussi, parce que jusque-là, moi, j'avais pas quand je suis parti tout seul, etc. Et après groupé avec des gens, il n'y avait pas forcément j'avais des sponsors, mais ces sponsors, il fallait les mettre dans l'activité réelle. Donc, j'ai organisé des conseils, et mes conseils, au lieu d'être dans une salle, on allait sur le terrain, on allait visualiser ce qu'on faisait. Donc ça nous a beaucoup aidé. On emmenait les gens de nos sponsors concrètement sur le terrain, visualiser ce qui était fait et ou ce qui restait à faire et les expériences qu'on avait menées pour pouvoir passer à l'échelle ensuite supérieure. Et donc parfois ça demande 6 mois, effectivement, pour pouvoir changer de transporteur. Ce qui paraît tout bête, ce qui paraît dans chacun des consciences évident. Voilà, le contrôleur de gestion, il dit non, ça va coûter plus cher, mais on ne voit pas l'expérience totale, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience totale. Et alors, donc il faut de la résilience, il ne faut pas lâcher. Et qu'est-ce qui permet justement de garder la foi comme ça dans la durée? Ce qui garde la foi, c'est le sens qu'on a défini. Ça, c'est très très important, voilà, parce que c'est aussi le partage comme moi je fais aujourd'hui à l'externe. Parce que l'externe permet aussi de faire agir l'interne. Et ça, j'en ai pris conscience parce que Decathlon, c'est une entreprise qui est toujours beaucoup tournée sur soi. Elle a beaucoup de réussite depuis 40 ans grâce à ces hommes et ces femmes qui ont su, dans un contexte qui n'est plus le même, plutôt performer. On est l'enseigne préférée des Français, on réalise de belles performances chiffre d'affaires, on est présent dans 54 pays. Il n'y a pas voilà, donc on est fort, si tu veux, dans nos têtes. Mais pour autant, vu le contexte actuel, ça commence un peu à s'égratiner. Et comme un peu un sportif, il a besoin de se régénérer, de se reposer pour se relancer. Et donc il est important d'aller chercher aujourd'hui l'ouverture externe. Et donc, moi, ça m'a beaucoup aidé de faire intervenir des gens, parfois à ma place, dans des conseils, on a fait aussi beaucoup de rassemblements assez régulièrement, soit en visio comme aujourd'hui, des gens pour faire comprendre où on en était sur le projet. C'est la mobilisation aussi. Donc c'est les échanges finalement qui nourrissent, quoi. C'est le Oui, fait bien de sûr. partager, d'avoir plusieurs personnes qu'on sent motivées sur le projet, de se Mmh. rappeler la vision, et également au niveau perso, parce que tu en parlais dès le début, en évoquant effectivement que ton poste n'était pas évident dès le début, que c'était Mmh. pas gagné, Mmh. c'était pas une situation très confortable. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire comme chemin personnellement? Le chemin qu'il faut faire personnellement, euh, déjà, c'est prendre le temps. Voilà, comme on a fait tout à l'heure, j'ai adoré. Là, c'est vraiment d'être conscient de ce qu'on fait, ne pas s'approprier, ne pas s'attarder sur le passé, ne pas trop non plus se projeter, être vraiment dans l'instant présent et tous les jours faire ces petits pas sur le projet qui sont essentiels et qui donnent beaucoup d'énergie. Et puis après, d'avoir un écosystème interne, externe, d'avoir les nouvelles méthodes de management pour impliquer les collaborateurs. Donc moi, j'ai suivi une formation de transformation culturelle. Je suis animateur de co-développement. Tout ça, ça m'a permis d'avoir des outils à ma disposition. C'est aussi tout ce qui est l'accompagnement qu'on peut avoir avec un coach. C'est aussi la formation CNV, formation. Voilà, tous ces éléments-là participent aujourd'hui à la construction d'un projet un peu en intrapreneuriat, quoi. Voilà. Sans transfo personnel, finalement, ça serait compliqué.
de mener ce Ça type de marche pas. projet. Ça marche pas. Si on veut changer, faut d'abord changer soi pour changer son entreprise, pour pouvoir changer le monde. Ça, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à se nourrir par l'externe. Donc, j'ai eu la chance de participer à des retraites. J'ai eu la chance de faire d'être accompagné, de voir beaucoup de conférences, de rencontrer pas mal de gens qui m'ont nourri, quoi. Et cette nourriture, j'essaye de la distiller à mon équipe déjà, qui elle porte le projet, pour ensuite qu'elle soit le plus portée par un ensemble de personnes. Donc, Et ce que moi je j'aime bien retiens, c'est que le témoignage, l'extérieur, ça aide à faire bouger en interne. Ah, Et finalement, peut-être mais plus facilement. c'est évident, ça. C'est évident. À chaque fois que j'ai fait intervenir, donc la dernière réunion activateur qu'on a fait, on fait toujours intervenir des intervenants externes par mon réseau. La dernière fois, j'ai fait intervenir, je ne sais pas si vous connaissez Béatrice Rousset, qui a écrit un livre avec Zimmerman sur tout ce qui est modèles mentaux. Ça participe, ça nourrit ton équipe, ça nourrit aussi les interlocuteurs que tu invites pour faire, et ça provoque des changements de paradigme, mais l'avant tout, c'est changer soi, bien sûr. Et tu parlais de retraite, il y avait une question Ouais. là-dessus. Est-ce que tu peux préciser peut-être? Ouais, moi j'ai participé, je fais partie de la communauté des leaders éclairés, portée par Romain Cristofini, qui, il y a 3 ans et demi, maintenant 2 ans, j'ai fait une retraite avec lui, avec l'organisme Monastera, où ça m'a mis en contact avec que des entrepreneurs, parce que moi j'étais un intrapreneur intégré, et ça m'a mis en réflexion sur moi, quoi, sur comment j'étais. J'ai fait toute la démarche du U, pendant 4 jours, et puis j'en suis sorti là assez bouleversé, assez transformé. Et puis ça m'a mis en réflexion pour dire quelle utilité je peux avoir au sein de mon entreprise, quel mouvement je peux avoir, quel mouvement je peux créer. Et c'est ça et la rencontre de cette lettre avec tout le travail que j'avais fait individuellement. Mais j'étais convaincu, j'étais hyper motivé. Et à chaque fois que j'ai présenté ces 4 slides en one-to-one, les gens me disaient « Mais Gaëtan, il faut le faire, quoi. Maintenant, il faut le faire. » Et puis comme je suis quelqu'un d'assez opérationnel, voilà. Après, ce que j'ai appris, c'est être plus patient, parce que dans la transformation, faut être patient. Il faut déjà être patient avec soi, et patient aussi avec les autres, parce que tout le monde n'est pas au même niveau, au même moment. Et voilà. Et donc, voilà. Et là, techniquement, la transformation culturelle m'a aidé, cette formation, parce que j'ai pu comprendre que la culture de la DAF n'était pas la même que la culture du retail, que la culture du sport signé chez nous. Et ça, j'ai compris qu'il fallait interagir différemment et que ça serait long dans certains domaines. Ok. Tu as une question. Alors, Laurence, tu peux ouvrir ton micro si tu veux. Oui. Bonjour Arnaud. Bonjour Gaëtan. Les activateurs durables, j'ai compris que c'était des métiers divers dans l'entreprise. Donc, ils gardent leur métier et ils dédient certaines heures de leur travail pour être activateurs durables, ou comment est-ce que c'est organisé et comment la co-construction en fait s'est générée? Ouais, alors bonne question. Ça s'est généré complètement comme ça au début, parce que moi j'étais porteur du projet tout seul au départ, et les gens étaient ressources pour mon projet. Donc j'avais une personne juridique par exemple qui consacrait 20-30% de son temps à mon projet, parce qu'elle était motivée sur le sujet, sur quelque chose qu'on avait bien calé comme mission avec son patron. Et puis après, je suis allé voir son patron petit à petit, parce que je voyais que les 20% s'étaient transformés en 50%. Donc la personne était à 150%. Et là, mon rôle était de garantir la bienveillance et de ne pas emmener les gens dans le burn-out, ou à l'inverse, que les gens fassent moins bien leur métier de base, et ce qui est essentiel aussi. Et donc là, là, c'est le rôle du leader, d'aller voir et de réunir le triptyque de personnes en disant comment on conduit le changement petit à petit, c'est-à-dire tu transmets tout ton savoir acquis pour pouvoir partir et venir chez moi. Et puis moi, je me débrouille pour avoir le budget et pour pouvoir t'intégrer du coup à 100%. Et c'est comme ça que ça s'est fait avec les 7 personnes que j'ai aujourd'hui dans mon équipe. J'ai encore une personne qui n'est pas à 100% chez moi. J'ai des budgets sur des personnes. J'en ai d'autres qui ne sont pas dans mon budget, mais pour lesquels j'anime. Je pense à l'IT, puisque moi, je suis complètement transverse dans mes personnes aujourd'hui. J'ai des personnes qui font de l'UX, de la fonctionnalité, mais je vais jusqu'à la réalisation IT aujourd'hui.
front et back-office. Donc, dans le projet, puisque là, on voit un peu la belle couche, mais la couche la plus importante pour moi, c'est le back-office. C'est ce qui fait le monde de demain, hein. Et donc, générer le retour, c'est aussi un back-office technique qui est important. Voilà. Super. On a une nouvelle question et puis après on va passer à donc peut-être une ou deux questions et on va passer à la partie, je dirais, expérimentation. On va tous discuter en petits groupes, justement autour de ces sujets et autour de la question que je vais vous représenter. Donc, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, où et dans quelles conditions les produits de Decathlon sont fabriqués? Aujourd'hui, aujourd'hui, à 46%, je crois, ils sont fabriqués essentiellement en Asie. Le reste est en ce qu'on appelle en Sud-Med, Sud-Europe, donc Tunisie, Maroc, Europe, je dirais plutôt centrale. Voilà, il y a plutôt beaucoup de double appro, parce qu'aujourd'hui, notre réactivité, on l'a vu lors du Covid, c'est aujourd'hui, quand ça part de Chine, ou de l'Asie, c'est 7-8 semaines de bateau. Et donc, aujourd'hui, notre approvisionnement se répartit. Est-ce qu'il va bouger? Est-ce que ça va bouger? Je ne sais pas. Aujourd'hui, en tous les cas, c'est des projets de faire revenir un petit peu plus de production au plus proche de nos clients, pour plein de raisons. Mais aussi, aujourd'hui, ça va être long, ça, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas toujours le savoir-faire en France. On a perdu ce savoir-faire-là. Et donc, c'est tout à reconstruire et donc à réaccompagner le temps de la transition, que je dirais écologique. Mais on l'a vu, hein, ça nous a causé un gros problème. On a freiné fortement les approvisionnements. Si vous allez en magasin aujourd'hui, dans certains rayons, vous ne trouvez plus rien, parce que la grande peur d'un distributeur intégré comme nous, c'est de mourir avec le stock. Et donc, on a freiné beaucoup les approvisionnements et on est en train de relancer, mais c'est un mois et demi de délai pour retrouver les produits. OK. Si on n'a pas de nouvelles questions, peut-être une dernière question. Et après, je finirai par ma conclusion. Alors, vas-y alors. C'est juste notre rêve, c'est que tous nos produits demain soient éco-conçus pour rendre le sport accessible, parce que ça, c'est super important. On l'a vu pendant le Covid, que le sport avait toute sa place. En tous les cas, j'espère que vous avez pratiqué chez vous pour vous tenir en bonne santé. Mais par contre, on doit demain pouvoir les retourner dans nos points de contact pour les revendre, les réparer, les louer, les partager. Je crois beaucoup plus à tout ce qui est usage que la propriété, pour prolonger le cycle de vie du produit, afin de réduire notre impact environnemental et protéger notre terrain de jeu. Dans tous les cas, moi j'ai des enfants, j'ai envie qu'ils puissent encore pratiquer le surf dans des beaux endroits, aller à la montagne, pouvoir courir en zone urbaine sans être pollué, avoir un indicateur de CO2 qui nous empêche de le faire. Voilà, moi je crois à ça. En tous les cas, c'est des convictions qui sont assez fortes, mais je sais que ça sera long. Mais en tous les cas, on s'est aperçu lors du Covid que ça avait accéléré. On a décidé chez Decathlon d'ici 2026, donc c'est demain, de pouvoir 100% concevoir que nos produits soient éco-conçus. Donc moi, ça me met en énergie, en tous les cas, ça. Et puis, ça me met en énergie parce que mon projet, comme beaucoup de projets ont été revus pendant le Covid, et mon projet, moi, il est plutôt remonté sur la pile. J'étais 24e au mois de janvier. Hein, faisais partie des 24 projets prioritaires. Comme vous le savez, l'économique n'est pas au plus beau après cette période, et je suis resté dans les 10 projets qui sont restés. Donc, je suis assez fier d'être parti dans mon magasin à Ron, qui est aujourd'hui de pouvoir continuer à se projeter dans ce qui nous fait rêver, en tout cas. Voilà pour la conclusion. Ok, super. Merci pour votre écoute et vos questions. J'ai juste une petite question supplémentaire, Arnaud, si je peux. Vas-y. Dans l'externe, est-ce que vous faites intervenir des clients en fait pour aller justement sur les lieux pour pouvoir s'inspirer de ce qu'ils peuvent avoir eux comme idée? Oui, bien sûr. En tous les cas, on a toujours impliqué tous nos clients dans les projets. Ça, c'est important. On n'a que des études de satisfaction à chaque fois, où dès qu'on met quelque chose où on les met dans la co-construction, des clients étaient présents dans la révision de notre politique de retour, des clients étaient présents dans le don, le client, voilà. Donc oui, dans le design thinking, on inclut des clients, bien évidemment. Ok, merci. Super. Et alors c'est bien justement que tu aies terminé là-dessus sur protéger notre terrain de jeu, la planète, parce que c'est aussi ce qui nous concerne. Et donc du coup, je vais partager mon écran
Attends, tu veux à tour de rôle. que j'arrête? Attends, je vais arrêter. Tac. Normalement, Voici. en fait, ça va marcher. Là, voilà. Donc, effectivement, nous, notre problématique aussi à travers ces apéros libérateurs, qui a évolué vers le bus du changement et sur lequel on est en réflexion autour d'un manifeste aujourd'hui, c'est comment co-construire demain et avec justement des petits groupes parce que on sait qu'on vise la 6e extinction massive malheureusement qui touche l'homme. Et donc, dans la lignée de ce que dit Pablo Servigne, c'est vrai qu'on a besoin de plus pratiquer, de plus partager. Et on voit bien dans ton témoignage que c'est aussi ça qui a permis de donner de la force, hein, que c'est pas forcément une impulsion des décideurs qui sont venus de là-haut, mais c'est tous ces échanges, tous ces partages, tous ces partenariats, toute cette co-construction qui finalement a permis d'aller de l'avant. Donc du coup, nos événements, ça fait depuis 4 ans qu'on fonctionne comme ça. On a une partie, je dirais, inspiration et puis une partie partage en petits groupes. Et aujourd'hui, les partages en petits groupes, on les fait en ligne en s'inspirant en fait du conversation café. Donc l'idée, c'est de parler avec son cœur, de dire je. C'est d'être dans la brièveté, de viser l'honnêteté, la profondeur, de suspendre le jugement et d'être ouvert, je dirais, à l'opinion d'autres personnes, même si c'est pas la nôtre. Ce que je vous propose donc vous allez être envoyés en petits groupes et pour ces petits groupes, il y aura 3 tours de parole qui vont durer 30 minutes. Donc un premier tour avec 5 minutes, en fait c'est chacun qui parle à son tour, donc avec un système de bâton de parole, il n'y a pas de réponse ni de réaction. C'est en gros 1 minute chacun, ce que la question évoque pour vous. Co-construire en petits groupes, quelle vision cohérente et motivante nous permettrait d'embarquer plus largement. Voilà, aujourd'hui, on est comment on pourrait être 10 fois plus nombreux sur de tels événements et comment on pourrait multiplier ces événements. Et le deuxième tour, c'est un tour de libre-échange, de réaction, de réponse. Donc là, vous vous auto-organisez. Du coup, ce que je vous suggère, c'est vous allez être par petits groupes, c'est de définir en fait qui est-ce qui veut faire le facilitateur et qui est-ce qui veut faire le timekeeper, donc qui veille au respect de ce timing. Et le troisième tour, ça sera un par un, avec quoi je repars de nos échanges. Voilà, comptez 1 à 2 minutes chacun.